de musique, je ne sais pas chanter, et vaut mieux parce que la pluie est déjà là. Donc je vais vous parler un petit peu de Fab Lab. Alors, vous en avez vu, il y en a plein qui sont réunis là-bas. Moi, je vais vous raconter un peu comment est née cette histoire, et je vais repartir un tout petit peu du début, dans un tout petit village du Jura, où on a monté un Fab Lab, et après, qui s'est étendu pour que vous compreniez pourquoi on a monté ça dans un village, quel est le phénomène derrière, et puis ce que ça peut apporter après. Et après, ça va dans des très grosses villes. J'ai repris une présentation assez typique. Bon, je me présente rapidement, mais le but, c'est pas de présenter. J'ai monté des Fab Labs. Moi, je suis dans le numérique depuis à peu près 35 ans. Alors, il y a 35 ans, vous affolez pas, hein, les jeunes. On n'avait pas d'ordinateur. Le Minitel n'existait pas encore. C'était à peine le fax qui a disparu. Donc, c'était il y a longtemps. Voilà. Je suis aussi conseiller municipal. Je suis expert en numérique, conseiller régional de Bourgogne. Mais ça, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi. Mais je ne suis pas ici à ce titre-là, surtout pas. Et puis voilà. Alors, notre Fab Lab, il a commencé dans un... Je vais vous dire ce que c'est après, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, ça c'était des gens, c'était il y a déjà plus d'1 an, on fêtait nos 2 ans. Et voilà, il y avait un certain nombre. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de dames dans ce Fab Lab là et pour cette photo là, mais vous allez voir qu'il y a tout type de personnes dans ces lieux. Et c'est ça l'idée, c'est d'être vraiment très très ouvert comme lieu. Alors ça se passe où mon histoire? Ça se passe dans un petit village du Jura, à côté de Dole. Alors Dole, c'est maintenant qu'on va être bientôt au Bourgogne-Franche-Comté, il faut que vous appreniez aussi de la géographie comtoise. Dole, c'est donc plutôt vers le sud de la Franche-Comté. C'est à égale distance de Dijon et de Besançon. C'est une agglomération de 50 000 habitants, 45 communes. Et la commune dans laquelle on est nous, c'est 350 habitants. Donc toute petite commune dans cette agglomération. Et plus de café, plus de commerce, plus de poste, on a l'école, c'est tout. Et puis un agriculteur, 3 artisans. C'est juste pour vous donner le paysage, parce que ça a beaucoup facilité les choses, si on peut dire. Donc on était une zone blanche, donc pas d'internet, on a eu du WiMAX, les premiers. Et puis en 2010, on a démarré le projet du Fab Lab. Alors, le projet du Fab Lab en 2010, vous allez dire, bah, c'est pas très vieux, c'est juste la préhistoire. En 2010, il y en avait 35 dans le monde, il n'y en avait pas en France. Et en 2010, on était allez, une petite dizaine en France qui avions vu ces projets, qui ont démarré. Donc il y avait Toulouse dans l'affaire, il y avait Cergy, il y avait Emmanuel Gillos qui est intervenu avant, Open Edge qui est là, qui allait ouvrir Nancy. Et on s'est tous retrouvés il y a à peu près 5 ans, c'était au mois de novembre, à la Cité des Sciences à Paris. On s'était tous réunis pour dire il faut qu'on y arrive. Alors nous, on était vus un petit peu comme les nains, en fait, les provinciaux, vous savez, le Jura déjà, on ne sait pas trop où c'est loin, il fait froid, et puis un village de 350 habitants à côté de Toulouse, Nantes et Nancy, ça faisait rire. On est toujours là, hein, vous affolez pas, il y en a qui ont disparu, pas nous. Donc voilà où on en était à l'époque, et on a commencé, en fait, on a très vite eu des locaux, parce que je sais que les locaux, ça peut être des fois problématique pour les Fab Labs. Nous, on est allé voir notre maire et puis le conseil municipal en disant on voudrait bien un local. Et en fait, dans la mairie typique, hein, mairie et puis ici, hein, 2 salles de classe, on avait construit, parce que dans les 2 villages côte à côte, on est sur le même regroupement pédagogique, on avait construit une nouvelle école. Et ils nous ont dit banco, allez-y, on vous donne une salle de classe, donc 50 mètres carrés. À l'époque, Fab Lab, alors personne ne connaissait. Et en fait, moi j'ai bêtement pris je connaissais le village quand j'étais petit, mes grands-parents paysans étaient par là, et il y avait un forgeron dans ce village, qui réparait tout, chez qui on allait pour discuter, etc. Et en fait, c'est né comme ça, en leur disant, vous affolez pas, ce qu'on faisait chez ce forgeron, on le fera dans ce lieu-là, ça va devenir un lieu, il va se passer des choses, les gens vont venir pour un certain nombre de trucs, puis après il va se passer des choses. Et vous allez voir qu'il se passe plein de choses. Alors, juste pour vous remettre, alors, il y a peut-être des choses qui ont sauté, mais je vais vous le dire, tout ça, c'est né quand? C'est né à la fin des années 90, allez, on va dire début 2000, aux États-Unis, au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology à Boston, Niels Gershenfeld, qui est là en photo, qui vient souvent en France, au moins 2-3 fois par an, et qu'on rencontre pour certains. Simon, tu l'as rencontré aussi, non? Ou pas? Oui, à Toulouse, il n'y a pas longtemps.
c'est ça, au mois de mai, c'est ça. ouais. Il avait imaginé de faire un cours qui s'appelait Pouvoir tout imaginer et fabriquer, ou à peu près. Je l'ai traduit, mais c'était ça. En fait, c'était le début des imprimantes 3D, et sa réflexion, c'était de se dire pourquoi, si je caricature, hein, parce que je ne vais pas vous prendre la nuit, ne vous affolez pas, même si je suis bavard, aujourd'hui, on imagine des produits qui sont conçus, on va dire aux États-Unis, en recherche et développement, voire en Europe, souvent fabriqués en Asie après, pour ne pas dire en Chine, et après on arrose le monde avec un seul et même produit identique, pour des gens qui ont des cultures différentes, des besoins différents, et en plus avec une obsolescence programmée. Hein, je pense à un smartphone bien connu dont on parle à peu près tous les ans, où on vous dit, bah, ça se répare pas, vous jetez, vous rachetez. À ce rythme-là, si les 2 milliards de Chinois achetaient le téléphone en question, on n'a pas assez de ressources sur la Terre pour les fabriquer. Donc déjà, c'est réglé. On ne sait pas d'ailleurs comment on fabriquera l'iPhone 12, je ne sais pas quoi, ou même 8, parce qu'on n'aura peut-être plus assez de matière pour le faire. Donc ce monde va dans le mur, en gros, hein, je vous le fais en gros. Et l'idée de Niels, c'était de dire, c'était très utopique à l'époque, hein, c'était de dire, mais pourquoi les gens ne fabriqueraient pas ce dont ils ont besoin? Et c'est parti de là. Et devant le succès de ce cours, après, ils ont mis au point ce qu'on appelle les Fab Labs, donc laboratoires de fabrication, où on trouve un certain nombre de choses, et les choses ont bien évolué. À l'époque, monter un Fab Lab comme les Beaux-Boulons, ça coûtait 200 000 € pour acheter une imprimante 3D. Depuis, ça vaut, allez, 400 € si on la fabrique soi-même, et puis 1500 à 2000 si on l'achète toute faite. Alors pourquoi ça coûte moins cher? Déjà parce que c'est passé, le brevet est passé dans le domaine public, parce que l'impression 3D c'est pas nouveau, c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui, mais ça a à peu près 30 ans. Donc le brevet est passé dans le domaine public, donc après, faire ces imprimantes que vous voyez, que vous avez vu là, et que vous voyez au Beau-Boulon ou ailleurs, c'est un truc où le brevet est passé dans le domaine public, donc c'est pas cher, et on peut se le réapproprier. Et après, comme certains ont mis tout ça public sur Internet, après chacun a pu refaire des imprimantes. C'est comme ça qu'Emmanuel, qui a parlé tout à l'heure, a conçu sa première imprimante, puis sa deuxième, puis aujourd'hui on vend, etc. On trouve des découpes laser, etc. Bon, c'est dans les chartes de base. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un Fab Lab, c'est un super open camp dans un lieu, quoi. Il y a plein de gens de tous les... Alors, il n'y a pas de discrimination à l'entrée, c'est-à-dire que dans un Fab Lab, on ne vous dit pas est-ce que tu es ingénieur, est-ce que machin, est-ce que tu sais faire de la technique. Non, on dit viens, rentre, qu'est-ce que tu as envie de faire, ou qu'est-ce que, puis après on verra. Et c'est ça qui va donner le mélange avec des choses après qui sont... l'impression 3D, c'est le truc qu'on voit beaucoup parce que les médias aujourd'hui, ils viennent avec une caméra, ils filment ça, ça se voit, ça fait des belles images au JT, donc tout va bien. On fait aussi beaucoup d'électronique, beaucoup de robotique. Vous avez vu plein de choses faites par les Beaux-Boulons en robotique ou autre. Et puis, on parle beaucoup depuis quelques semaines, là je vous ai mis une espèce de main, une prothèse. On parle beaucoup aujourd'hui de Fab Labs qui ont construit des prothèses, etc. Parce que le produit, on va dire commercial, valait très très cher. Les Fab Labs se sont mis ensemble pour dire il faut équiper quelqu'un et on va le faire. Donc on voit qu'il y a des choses concrètes. Je vous ai mis un avion, c'est pour le clin d'œil, mais au-delà. Aujourd'hui, un Fab Lab comme Toulouse est largement financé par Airbus. Aujourd'hui, dans l'aviation, l'impression 3D fait partie des moyens de production. Alors, pas les petites comme nous, bien évidemment, hein, parce qu'il existe des imprimantes 3D qui font des choses beaucoup plus spectaculaires. Et on voit aujourd'hui des grandes entreprises se mettre autour des Fab Labs. Je vous en citerai quelques-unes après. Ça, c'est chez nous. Alors, il se passe plein de trucs. Voilà, on peut tout imaginer. Alors, l'idée, c'est de créer de nouvelles choses, mais en réparer, par exemple. Je vais vous donner des exemples. Vous voyez qu'il se passe plein de choses. Là, on voit, je vais aller vous montrer, c'est plus simple. Ici, par exemple, ça c'était il y a déjà 3 ans, une étudiante dans une école de design parisien qui faisait c'était un doctorat, et elle faisait une thèse sur rendre les Fab Labs accessibles. Alors il y a 3 ans, c'était juste... incroyable, et elle avait mis au point une machine qu'on appelle machine infernale pour faire travailler les gens sur des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est pas des Lego, c'est pas des mécanos, mais justement pour les mettre dans un autre état d'esprit et qu'ils apprennent à collaborer, à participer à un projet qui est rapidement faisable avec quelque chose qui est très ouvert, donc qui est open hardware ou open source, c'est-à-dire que c'est pas breveté ce qu'elle a fait, elle l'a mis dans le domaine public et tout le monde peut le reproduire. On est vraiment dans un autre état d'esprit.
Et donc elle est venue le tester chez nous parce qu'on était un des premiers Fab Labs ouverts, et surtout ouverts sur le grand public. Quand on est raccroché ou rattaché ou hébergé dans une école d'ingénieurs ou dans un lycée, c'est beaucoup moins facile de le garder très ouvert. Beauboulon, vous êtes rattaché à rien, donc c'est plus facile de voir tout le monde arriver. Nous, c'est pareil, dans le village, c'est n'importe... Mais les gens viennent à la limite boire le café, mais c'est pas très grave. Ils viennent, ils discutent, machin, puis au fur et à mesure, ils se disent « Ah bah tiens, moi j'ai un truc, ah bah tiens, je voudrais un truc. » Et ben voilà. C'est un peu ça l'idée, en faisant quelque chose. Bon, ça c'est d'autres choses, on fait de la robotique, on fait plein de trucs, on fait de l'électronique, etc. Alors, tout ça, ça s'appuie sur un truc très 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 nouveau, enfin très nouveau, maintenant ça a 10-15 ans, mais ce sont des phénomènes qui sont nés en réseau. C'est exactement comme Internet, le réseau des Fab Labs. Il n'y a pas de chef. Si vous demandez aujourd'hui qui est le chef, il n'y en a pas. C'est un réseau, donc chaque Fab Lab est indépendant, mais en réseau. Et c'est auto-contrôlé, on va dire, s'il y en a un qui ne respecte pas la charte. Alors vous voyez que c'est quand même très anglo-saxon à l'origine, parce que c'est pas 150 pages de loi qui ont été sorties, c'est une page. Et dans cette page, on a tout, et on est tous dans le même sens. C'est juste une philosophie à comprendre. On doit faire un certain nombre de choses. On partage ou on ne partage pas ce qu'on est en train de faire, parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent et qui créent leur entreprise derrière, ou qui déposent des brevets dans un Fab Lab, c'est ça aussi, c'est pas que du bricolage. Et on peut donc conserver ce secret et tout est expliqué là-dedans, avec surtout non-discrimination à l'entrée, donc on accueille tout le monde. C'est ça le rôle d'un Fab Lab, et après on oriente là où il faut. Nous, notre projet, bon, c'était 70 bénévoles, à peu près de 10 villages, hein, parce qu'il n'y a pas que le village qui vient, parce que c'est nouveau. On a démarré avec une petite subvention du Conseil général du Jura, c'était 5 000 €. Et puis voilà, quelques autres subventions, mais on a surtout beaucoup communiqué dès le départ, 2 sites internet, un pour l'association qui fait plutôt de l'atelier, j'apprends à aller sur internet, aujourd'hui j'apprends à utiliser ma tablette numérique, mon smartphone, etc., ou faire de la photo, je sais pas quoi. Ah, j'ai une faute là, c'est pas Crédit Mutuel, hein, c'est Crédit Mutuel, hein, désolé. On a 2 pages Facebook, un fil Twitter, et ça c'est super important, parce que ces associations-là, en fait, sont en réseau. Nous, avec Simon, on ne se parle pas souvent au téléphone, mais on se suit par Facebook. Il y en a un qui a un truc, ou avec Emmanuel, que vous avez vu là-bas, ses imprimantes, etc. On est tous là-dedans, et on se parle, et on ne sait pas faire quelque chose, de toute façon, il y aura forcément quelqu'un dans le réseau des Fab Labs qui sait faire. Et en fait, c'est en mutualisant tout ça qu'on arrive à faire des choses super intéressantes. Alors, ça, c'est, je dirais, le point le plus important, notamment pour des élus ou autres, c'est qui vient dans le Fab Lab et comment ça marche, quel est l'écosystème. Et ça, c'est super important. Voilà à peu près ce qui résume partout dans le monde comment marche un Fab Lab. Bon, on travaille avec des lycées, des écoles, des collèges, même l'école du village. Alors, c'est pas l'école du village, nous, mais c'est dans le village d'à côté. Il y a un instituteur qui utilise la petite machine, pour ceux qui sont passés sur notre stand, qui fait de la découpe 2D. Pour travailler, alors il y a... Attendez, je vais vous présenter des gens que je ne vous ai pas présentés. Donc Arnaud qui est là. Lève la main qu'on te voit. Voilà. Arnaud, Tracy et puis Ludovic, qui sont au Fab Lab de Biarn. Donc moi, je ne connais pas tous les gens par cœur. C'est quoi? C'est du CE1, CE2 CM2. CM2. Donc il utilise cette machine, donc on lui prête la machine, ou alors les élèves viennent chez nous, mais c'était plus facile pour lui qu'on lui prête la machine. Il fait des exercices avec, vous avez vu que ça fait de la 2D, donc c'est déjà moins compliqué que la 3D. Ça matérialise des choses, il raconte des histoires après, etc. Université, école d'ingénieur. Alors vous allez dire, dans votre village, 350 habitants quand même, ne nous prenez pas. Mais si, vous allez voir. On avait débarqué, c'était il y a 2 ans et demi, des élèves ingénieurs, là, une école d'ingénieurs à Besançon, vous savez, capitale de Franche-Comté, école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSEM, donc en micromécanique, et on les voit débarquer un jour, ils nous avaient contactés par internet, et ils nous disent, est-ce qu'on peut venir imprimer des trucs chez vous? Bah, moi je dis oui, mais pourquoi vous imprimez pas ça dans votre école d'ingénieurs? Vous êtes mieux équipés que nous. Oui, mais là c'est pour une association, ils avaient créé une association pour construire des drones. Pour construire leurs drones, il leur fallait une imprimante 3D. Le problème, c'est que les profs ne voulaient pas qu'ils utilisent les machines de l'école d'ingénieurs pour les associations, pour leurs trucs associatifs. Donc on les a récupérés chez nous. Alors c'était tout bénef pour nous, c'était génial. Et là, on a découvert plein de choses. On leur a dit, c'est pas grave, ils nous disent, on aimerait venir la semaine prochaine, c'est les vacances, donc on aimerait venir. On dit, très bien, nous on n'est pas là tout le temps, parce qu'on n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Ah bon, vous êtes sûr? On dit oui, on sait qui vous êtes, machin. Vous avez des numéros de téléphone de référents dans le village s'il y a quoi que ce soit, on vient vous ouvrir, mais après, vous débrouillez. Et en fait, au bout de la semaine, ils ont fabriqué
les pièces pour construire leur première imprimante. Et surtout, ils nous ont fait un tutoriel pour bien utiliser l'imprimante, ils nous ont fait des réglages, donc on a été gagnant-gagnant. On leur a demandé juste une adhésion pour l'ensemble, parce que pour des problématiques d'assurance, il faut au moins signer une charte, etc., s'il y a quoi que ce soit, mais c'est tout. Donc vous voyez qu'il peut se passer des choses. Bon, élèves étudiants, chercheurs, évidemment. Alors, ce qui nous a le plus surpris, il y a déjà 3 ans, c'est qu'on s'était dit, alors moi dans mes rêves les plus fous, je suis très optimiste, hein, donc j'avais fait un plan à 3 ans quand même, parce que pour demander une subvention, c'est faire des plans à 3 ans, c'est pas où on va, mais on le fait quand même. Donc, quand même, le beau truc, hein, le truc en rêvant totalement, et on l'a fait en 1 an, hein, notre plan, donc en freinant. On se disait, on va plutôt toucher les PME, les TPE, les artisans. En fait, oui, une PME est venue, 50 personnes, qui fait du petit appareillage électrique, électronique. Et en fait, ils sont venus découvrir l'impression 3D, donc il y a 3 ans, il n'y en avait pas tant que ça, et ils ont vu que ça répondait à leurs besoins de faire du pré-prototypage. Ils faisaient du prototypage, mais je dirais en fin de cycle, avant de commercialiser, et là, ils le font bien avant. Alors, ce qui s'est passé, eux, ils viennent même plus au Fab Lab, ils ont acheté une imprimante 3D pour continuer. Mais c'est très bien parce que la personne, à l'époque, qui leur a présenté l'impression 3D, c'était un jeune qui faisait des études, et ils leur ont dit, mais qu'est-ce que tu fais comme étude? Tu fais ça, tu cherches un stage, tu viendras chez nous. Il est chez eux, il a été embauché, d'accord? Donc ça sert aussi à ça. Donc c'est pas des choses qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer, mais je dirais que c'est des dommages collatéraux qui sont plutôt sympas. Et on a vu arriver plutôt des grandes entreprises. Alors ça nous a beaucoup surpris, parce que, encore une fois, on est tout petit, et ça continue. Alors, on n'a pas le droit de donner les noms de ces entreprises, puisque quand l'entreprise vient, on privatise le Fab Lab, on ne va pas prendre de photos, on ne va pas mettre sur Facebook ce qu'on fait avec eux, puisque tout est protégé. Donc on signe des accords de non-divulgation. Vous allez comprendre à demi-mot qui c'est, mais c'est pas très grave. Un grand groupe qui fait de la chimie, qui est installé pas très loin de chez nous. Et en fait, ils se disent, l'impression 3D, ça pourrait être un marché qui nous intéresse, parce qu'on est capable de fabriquer la matière qu'on met dedans, le fameux fil qu'on vous a montré, avec de la valeur ajoutée, avec plein de trucs. Mais en fait, le site qu'on a chez nous, c'est une usine de production, donc c'est un site Céveso 2, donc avec des conditions draconiennes, vous ne rentrez pas une imprimante comme ça dessus, il faut à peu près 3 ans pour l'homologuer, pour qu'elle puisse rentrer sur le site. Et ouais, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent des échantillons, on leur imprime des pièces types, et après, ils les recontrôlent, qualité, machin. Et nous, ça nous fait un revenu. Extraordinaire. Après, on a vu d'autres, on a des gens qui sont... Allez, un équipementier maison, qui est à 20 km, qui a 15 personnes en R&D. Ça fait partie d'un groupe danois, vous allez trouver qui c'est, mais je ne vous le dirai pas. Ils font dans la fenêtre de toit. Donc il y a juste à la limite de la Haute-Saône et du Doubs, un centre R&D qui est là, qui travaille sur les volets. Et en fait, ils ont besoin de pièces pour tester, pour faire du prototype en fait, mais vraiment pour voir déjà la forme, etc. Il y a une grosse imprimante 3D dans ce groupe, elle est au Danemark, il y a 3 semaines de délai d'attente. Et ben ils font du vélo processing comme on a toujours fait en informatique, ils viennent avec une clé, ils impriment leur truc, puis ils repartent. Et là c'est un coup. Donc, revenu. Après, étudiants, passionnés, artistes et tout ça, bien sûr, on a tous ces gens-là, ceux-là sont plutôt faciles. Et puis, on voit arriver aussi, on a simplement comme partenaire 2 pôles de compétitivité, Plastipolis qui est dans le Jura et dans l'Ain. Plastipolis, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est une filière qui se dit, l'impression 3D, ça va tout changer chez nous. Et donc, on est partenaire avec eux, on anime des tas de choses pour leur réseau, on anime des fêtes de la science avec eux sur leur stand, etc. Et puis le pôle micromécanique de Besançon, maintenant on va même plus loin, là je vous donne un truc qui est arrivé il n'y a pas longtemps. En mécanique, enfin dans ces métiers mécaniques, on les a rencontrés, ils sont venus nous voir en disant on a un problème, on a 500 places dans des filières de formation mécanique qui ne sont pas occupées, et on a 1000 postes à pourvoir derrière qui ne sont pas occupés, parce que la mécanique ça fait fuir tout le monde. La mécanique, c'est en train de changer avec ça. Ça ne va plus être tout à fait pareil. Et donc, l'idée, c'est de faire avec eux de la sensibilisation. Ils font de la sensibilisation à des 3e. Et 2 heures. Et les 2 dernières heures, ils viennent au Fab Lab. Et on leur montre ce que c'est. Et ils ont préparé un projet qu'ils vont imprimer. Pour leur montrer que ça peut être autre chose que des machines avec de l'huile et de la glace.
Voilà ce qu'on fait, par exemple. Un petit Fab Lab comme nous. Mais les autres le font aussi, hein, parce que l'idée, c'est que tous les autres peuvent le faire, et c'est un peu le but. Bon, ça c'est Emmanuel, je pars venir, il y a certains ont assisté à la conférence. Emmanuel Gillos, qui est donc installé juste à l'entrée, qui a des super imprimantes très colorées. Il y a 3-4 ans, il avait besoin d'une imprimante pliable, parce qu'il a aidé à ouvrir des tas de Fab Labs en France, mais aussi en Afrique. Il ne la trouvait pas sur le marché, il se l'est conçue. Et après, elle est open hardware, donc elle est reproductible. Hein, toutes les pièces à orange qu'on voit sur celle-là sont imprimables, donc après il avance sous certaines formes. Je vous laisserai voir tout ça, mais c'est super important. En plus, son projet, il a été crowdfundé, donc c'est-à-dire qu'il a été cofinancé sur Internet, vous savez, les fameux Ulule et compagnie. Là, il a été financé quasiment en 300% en peu de temps. Aujourd'hui, il a monté son entreprise qui s'appelle OpenEdge, il est là, donc je ne vais pas en raconter d'autres. De plus, nous typiquement, un autre Fab Lab s'est ouvert grâce à nous dans le Jura à Champagnole, et la première opération qu'ils ont faite, c'est de venir chez nous pour imprimer les pièces et pour assembler leur imprimante. Puis après, ils sont repartis avec. Et c'est une imprimante d'Emmanuel. Ils ont acheté juste le kit à 400 €, on va dire l'électronique, la tête, etc. Et tout le reste, ça a été de l'impression 3D et de l'assemblage, un peu d'huile de coude. Alors ça, c'est une autre histoire absolument hallucinante qui nous est arrivée. C'est Clément Ernoult. Alors Clément, c'était il y a 2 ans et demi, je reçois un mail, le CHU de Besançon, étudiant en chirurgie maxillofaciale. Je voudrais venir dans votre Fab Lab, j'ai besoin de vous voir. Moi je dis le CHU, on est des nains. Bon. Il insiste, donc il vient. Et en fait, sa thèse, c'était utilisation d'imprimantes 3D low cost en chirurgie maxillofaciale. C'est comment on pourrait utiliser ces machines pas chères. Il faut savoir que de grands groupes, genre General Electric, Siemens et autres, leur proposent des imprimantes 3D avec notre technologie qui valent juste, il y a juste 2 € de plus. Et lui, ce qu'il disait, c'est que sans doute ces imprimantes peuvent suffire, alors je vais vous expliquer le projet, hein, peuvent suffire pour, ont la qualité suffisante. Donc on l'a fait rentrer dans le réseau des Fab Labs. Je ne sais pas si vous avez participé au CERN, non, vous n'étiez pas encore... Non. Alors je sais qu'Emmanuel, on a été 8 Fab Labs où on a répondu, on lui a imprimé la même pièce, alors c'est pour ça qu'elles ont des couleurs différentes, mais surtout pour qu'il puisse tester la qualité de ces imprimantes avec des réglages différents et des imprimantes différentes. Aujourd'hui, Clément, donc, on est allé à sa soutenance, là on y était. C'est le numéro 2 de la chirurgie maxillofaciale à Dijon. Vous avez peut-être entendu parler, il y a à peu près 3 mois, ils ont fait une implantation d'arcade sourcilière. C'est les premiers dans le monde à le faire. Et l'imprimante 3D bas de gamme comme la nôtre a été dans le projet, puisque son idée c'est de dire, on va, les mâchoires que vous voyez, donc, on l'avait sur le stand, c'est ce qu'on appelle une réplique. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, on vous fait un panoramique. C'est juste un scan 3D, on va dire, en faisant simple. Là, c'est une réplique, donc cette réplique, elle sert pas du tout à faire une prothèse, hein. Elle sert à expliquer. Alors, le médecin peut faire du diagnostic qu'il ne peut pas faire à l'écran en 3D. Quand c'est sorti en vraie grandeur, il voit des choses qu'il ne voit pas à l'écran facilement. Ça sert à expliquer au patient ce qu'il a, ce qu'on va lui faire. Ça sert à tester des appareillages. Et 4e point, ça sert à répéter des opérations, parce que c'est extrêmement délicat, le passage des instruments. C'est ce qu'on a appris, hein. Moi je n'étais pas spécialiste. Et donc, ça permet de répéter ces opérations. Donc aujourd'hui, et sa thèse, et tous les profs qui étaient là, il y a un Belge, un Lyonnais, etc., dans l'idée, c'est de dire qu'il faudrait des espèces d'ateliers dans les CHU pour qu'ils puissent faire du sur-mesure et du à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous fait quand on vous dit qu'on vous fait une prothèse de, je sais pas quoi, de bassin ou tout ça, il y a 10 tailles. Il n'y en a pas autant qu'on voudrait. Et après, ils ajustent. Demain, à terme, c'est de dire on va faire du sur-mesure, parce que s'il y a bien un truc sur-mesure, c'est bien ça. Et là, l'histoire de l'arcade, pour expliquer à quoi ça a servi l'imprimante 3D bas de gamme, ils ont scanné, ils ont réparé à l'écran la fameuse arcade, ils ont imprimé cette partie, ils l'ont imprimé donc sur une imprimante comme les nôtres, là, à peu près. À partir de ça, ils ont pris une empreinte, à partir de l'empreinte, ils ont moulé l'arcade avec le matériau qui va bien implanter, et ils l'ont implanté. Donc là, un truc intéressant aussi pour tous les gens qui viennent dans notre Fab Lab, c'est qu'on leur explique. En plus, ils ont croisé Clément Ernoult, donc c'est pas un grand ponte dans son truc, ils l'ont vu, et ça parle aux gens sur qu'est-ce que fait un Fab Lab, c'est des choses qui peuvent les toucher.
C'est super important. Alors, l'autre histoire, elle est assez marrante aussi. C'était la dernière, je crois, je ne sais plus. Luc, alors Luc, il débarque. C'est l'incubateur de Franche-Comté qui nous l'envoie. Il a monté sa start-up depuis, vous allez voir. Et en fait, son idée, c'était de dire, maintenant on peut le dire, hein. À l'époque on n'avait pas le droit, c'était demain on va peut-être manquer de viande, on va tous manger des insectes parce qu'il y a beaucoup de protéines. Et lui, son idée, c'était de fabriquer des ruches à insectes. Alors ça ressemble à un composteur, mais quand il vous le livre chez vous, il y a déjà, c'est des verres de farine, hein, donc c'est des trucs locaux, c'est pas, tout va bien. Il vous livre en fait une ruche où vous pouvez directement prendre les premiers verres à consommer. Alors vous les consommez tels quels, revenu dans l'huile de noisette et passé au four, c'est très très bon, on a tous goûté. Ou sinon en farine, etc., ou pour nourrir des animaux. Puis après, il a un projet de ferme à insectes pour justement nourrir des animaux ou autres. Et il avait besoin pour faire son prototype, en fait, d'une imprimante 3D pour faire des pièces. Bah, là, ils nous en montrent une. Et en fait, Clément, il a juste fait son prototype. Il a gagné 6 mois, il a gagné 20 000 euros. Aujourd'hui, il crée 3 emplois et s'installe à Dole. Le gain, il est clair. Alors, il y a juste des problématiques de... Il a fallu qu'il passe un diplôme pour être reconnu comme agriculteur, parce qu'aujourd'hui, même pour élever des insectes, il faut avoir un petit diplôme. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était nos étudiants, hein, je vous ai parlé tout à l'heure, ils existent en vrai. Et puis voilà. Donc on collabore avec plein de gens, et ça c'est super, super intéressant. Voilà ce que ça peut faire. Des partenariats, je vous en ai parlé. Alors Véhicules du Futur, on n'a pas de partenariat, mais on les voit à peu près tous les 6 mois. Véhicules du Futur, c'est dans Franche-Comté, et on fait en fait de la veille avec eux. Et on a aussi un groupe, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, un autre groupe qui fait de la R&D, 15 personnes à Dole, qui sont dans l'équipement de maison aussi. Et eux, ils viennent faire de l'open innovation avec nous, c'est-à-dire qu'ils viennent, en gros, discuter avec nous pendant 3 heures en après-midi. C'est des gens qui sont, alors je ne peux pas vous donner la... ils sont dans les chasses d'eau. Alors c'est pas fait des chasses d'eau, mais si vous regardez une chasse d'eau de près, il y a 7 pièces mécaniques pour faire fonctionner votre chasse d'eau. 7. Si jamais, alors on ne peut pas faire de la grande série avec nos imprimantes, mais si jamais on faisait de l'additif comme on fait, un procédé additif comme les imprimantes 3D, ils passeraient à 2 pièces. Et eux, pour faire des prototypes, ça les intéresse beaucoup. Parce que dès qu'ils changent un tout petit peu une forme, il faut après, en plus une norme européenne qui les embête, qui est 3 litres pour tout nettoyer. C'est pas fun, mais c'est comme ça. C'est super important de comment on dirige les jets. Et donc, ils bossent là-dessus. Donc, ils sont venus en disant, on imagine autrement, on a le président de la R&D qui est membre du Fab Lab et qui est capable de prendre des RTT pour venir présenter le Fab Lab avec nous ailleurs. Hein. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça peut mailler. Si demain, on a quelqu'un qui vient et qui a besoin de conseils en R&D, c'est clair que c'est vers lui qu'on va l'envoyer, des conseils. Donc, voilà un peu les gens qui fréquentent. C'est pour sortir un peu du côté trop bricolage. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et nous, on ne va pas aller chercher les gens. Hein. Après, on collabore beaucoup, donc avec plein de lycées et tout ça. Là, c'est la région Franche-Comté, la mission Europe, et on va faire des tours de lycées partout pour la semaine de l'industrie, pour expliquer ça et pour expliquer l'industrie 4.0, l'industrie numérique, dont on parle beaucoup. Voilà. Et puis plein d'autres projets. Voilà en gros ce qu'un Fab Lab peut faire. Là, il y a un stand des petits débrouillards devant. Vous savez, c'est une association qui va plutôt vers les scolaires, les enfants, etc. On collabore avec eux depuis maintenant 2 ans. C'est pas nous qui allons en contact avec les scolaires, c'est pas forcément notre mission, par contre c'est la leur. Donc on travaille avec eux sur des kits, etc. qui après ils utilisent dans les écoles ou ailleurs.